La pêche aux requins. Durant le vol qui nous avait emmenés de Genève à Las Palmas, j'avais remarqué dans l'avion la présence de 2 jeunes filles à l'accent jurassien. Dès notre arrivée à Playa del Ingles, notre agence nous avait donné rendez-vous à tous pour nous faire part des différentes excursions touristiques qu'il nous était possible de faire. J'avais profité de cette occasion pour me présenter aux 2 jeunes filles. À partir de cet instant-là, j'allais plus souvent offrir ma compagnie à ces ravissantes demoiselles qu'à mes parents. Nous passâmes ensemble de nombreuses soirées au dancing, au bowling et également dans un petit bar non loin de notre hôtel. Dans ce bar, j'allais également faire la connaissance d'un Sénégalais au nom difficile à oublier, Amadou Mohamed Samba. Si je préférais la compagnie des 2 jeunes jurassiennes, Amadou, de son côté, possédait un atout à mes yeux, car il était ceinture noire de karaté. À partir du moment où il sut que je possédais un nunchaku, ce fut moi qui devins un copain très intéressant à ses yeux. Il était tellement fasciné par cette arme qu'à plusieurs reprises, il me proposa de l'argent pour en prendre possession. À cette époque, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, l'argent n'avait que très peu d'importance à mes yeux. Je refusai donc son offre. Pourtant, ce fut grâce à Amadou si, quelques jours plus tard, en compagnie de Dariel, l'une des jurassiennes, j'embarquai à bord d'un bateau, à Porto Rico, pour aller pêcher le requin. Rosemary, elle, étant sujette au mal de mer, jugea préférable de rester à terre. À ce sujet, durant le trajet en autocar qui nous conduisait jusqu'à Porto Rico, le guide de l'expédition, pour éviter aux touristes d'être victimes du mal de mer, nous avait offert des comprimés. Si je prends un comprimé, je ne saurai jamais si je suis sujet au mal de mer ou non. Je vais prendre le risque et le garder dans ma poche, au cas où. Et toi, Dariel, tu prends pas la pilule? Non, j'ai déjà testé la chose avec mes parents et j'ai pas été malade. Ce jour-là, ce n'est pas mon cœur ou mon estomac qui m'ont fait souffrir. Mais j'avais de la peine pour mes parents. Ils étaient tellement malades, j'en ai pleuré de les voir dans cet état. Mais aujourd'hui, non, j'ai confiance. Nous voilà donc partis pour l'aventure. Allions-nous parvenir à ramener au port l'un de ces poissons mangeurs d'hommes? Allais-je être victime de problèmes de cœur ou d'estomac? Je n'allais pas tarder à le savoir. Dès que nous eûmes levé l'ancre, j'eus une sensation bizarre. Je n'étais pas malade à en vomir, mais j'étais pas non plus dans mon assiette. Ce sentiment d'inconfort allait se maintenir durant quelques heures, plus précisément jusqu'au moment du repas de midi. Ayant remarqué que certains passagers venaient s'asseoir à nos côtés avec un repas que l'équipage venait de leur servir, Dariel m'avouait qu'elle aussi était désireuse de manger et qu'elle allait chercher sa part. Galanterie oblige, je la priai de ne pas quitter sa place et me chargeai personnellement d'aller lui chercher son repas. Quand je lui apportais son repas, elle devait constater que je n'avais pas pris d'assiette pour moi. Elle s'en étonna. « Tu manges rien? »« Non, j'ai pas envie, vraiment. » Lorsqu'elle eut terminé de manger, je devais constater que son appétit ne lui avait pas permis d'assimiler tout le contenu de son assiette. Comme cette paella semblait tout de même appétissante, je décidai de terminer son repas. À ce moment-là, je craignais fort que mon estomac ne refuse ce savoureux mets et crée en moi un malaise dont le résultat se passe de commentaires. Mais il n'en fut rien, au contraire. J'eus l'impression que je me sentais mieux. Puisque la réaction semblait de bon augure, je décidai d'aller moi aussi chercher mon repas du midi. Après avoir mangé, je me sentis en pleine forme. J'avais combattu ce léger mal de mer simplement en nourrissant mon organisme. Après nous être éloignés de la côte, les pêcheurs entrèrent en action. Afin d'exciter les requins et les mettre en appétit, ils accrochèrent des morceaux de viande saignants à de gros hameçons disposés le long d'une corde.
Après avoir déroulé leur corde sur plusieurs centaines de mètres, les pêcheurs revinrent à leur point de départ. À partir de là, ils hissèrent leur corde à bord, en espérant trouver accroché à l'un des hameçons l'un de ces mangeurs d'hommes qui faisaient la curiosité des touristes. Leurs espérances furent exaucées, car quelques heures plus tard, un requin bleu de plus de 2 mètres fut extrait de l'océan et pendu tel un trophée à l'arrière du bateau. Il y avait 5 heures que nous naviguions lorsque nous fîmes une brève escale dans une crique où nous pûmes nous baigner. Après avoir plongé depuis la passerelle du bateau, je nageais jusqu'à la plage la plus proche. Dariel, elle, resta à bord. Elle ne se considérait pas suffisamment bonne nageuse pour parvenir à nager jusqu'à la plage. Et de plus, de devoir plonger depuis la passerelle était un défi qu'elle n'aurait pas osé relever. Ce jour-là, relativement peu de personnes se baignèrent. Il est vrai aussi que la présence de ce prédateur aquatique pendu à l'arrière du bateau nous rappelait que, même si nous étions proches de l'île, cette eau était aussi la leur. Puis nous regagnâmes Porto Rico, sans le mal de mer et en ce qui me concernait, avec le souvenir d'une journée réussie en tout point. Un soir, où mes parents et moi rentrions à notre hôtel après avoir passé la soirée en ville, nous allions faire une rencontre pour le moins étonnante. Les voitures circulant sur l'île de Grande Canarie étaient presque toutes immatriculées, en plus des chiffres, par les 2 lettres GC. Il pouvait aussi arriver que certains véhicules viennent des îles voisines telles que Tenerife ou Lanzarote. Mais les voitures européennes de l'île, elles, pouvaient se compter sur les doigts de la main. Les rares exceptions que nous pûmes remarquer furent des voitures allemandes. Mais ce soir-là, surprise. Alors que nous passions au pied d'un grand immeuble, une voiture attira notre attention par son immatriculation. Non seulement elle possédait des plaques suisses, mais en plus de cela, elle possédait l'écusson de notre canton, avec les 2 lettres VD. Une voiture vaudoise sur l'île de Grande Canarie, c'était une surprise de taille qui nous incita à nous questionner à haute voix. Alors que nous nous interrogions sur les propriétaires de ce véhicule et les raisons de sa présence sur l'île, je remarquai sur le pare-brise avant de l'auto un autocollant de l'aéroclub d'Yverdon. Plus surprenant que cela, on aurait pu trouver. Alors que je rappelais à mes parents qui s'éloignaient en direction de l'hôtel, un homme assis sur un muret, quelques mètres de là, ayant entendu que je m'exprimais en français, se dirigea vers moi pour entamer le dialogue. « Oui, je viens d'Yverdon, vous aussi ?» Ce fut de cette façon que nous fîmes la connaissance de Madame et Monsieur Georges Jacquard, un couple à la retraite qui s'était acheté un appartement et vivait en permanence à Playa del Ingles. Ex-institutrices et professeurs de géologie, ils avaient décidé de fuir nos climats nordiques pour vivre des années paisibles sous le soleil des îles Canaries. Agréable façon d'entamer leurs vieux jours. Ils avaient su économiser et le moment opportun avaient investi de 30 à 40 000 francs pour s'acheter un appartement dans un immeuble à logement au centre de la ville. Bien qu'il fût à la retraite, la vie de l'ancien professeur ne restait cependant pas inactive. Lui et moi avions la même passion, l'horticulture. Autour de l'immeuble où il habitait, c'était lui qui s'occupait de l'entretien des différents végétaux. Cet ancien professeur aurait très bien pu être expert aux examens d'horticulteur, car il connaissait tous les noms latins des plantes de la ville. De toute évidence, je n'avais pas grand-chose à lui apprendre dans ce domaine. Voyant que je m'intéressais beaucoup à cette végétation tropicale, il me proposa, ainsi qu'à mes parents, de partir à travers la ville à la recherche du dragonnier de Valsecchio. Ce qui faisait la célébrité de ce dracéna, c'est qu'il passait pour être l'arbre le plus vieux du monde, puisqu'il était âgé d'environ 2000 ans. Était-ce
réellement l'arbre le plus vieux du monde? Une chose était certaine cependant, sa réputation sur l'île, comme sur les dépliants publicitaires des agences de voyage du monde entier, lui reconnaissait effectivement ce titre. Je n'oublierai jamais ce jour de découverte incroyable. Quelques rues plus loin, au centre de la ville, je devais découvrir des gommiers de taille impressionnante. De leur nom latin, Ficus benjamina exotica, ces plantes vertes que l'on trouve sur le continent européen que dans les appartements ou les centres commerciaux, étaient aussi hautes que l'église de la ville. En effet, ces gommiers à petites feuilles possédaient des troncs de plus d'1 mètre de diamètre. Ce que je voyais de mes yeux, aucune personne au monde n'aurait pu être assez persuasive pour me faire croire cette réalité. Durant le trajet du retour, nous nous arrêtâmes encore pour visiter une exposition d'objets archéologiques de l'île. Nous découvrîmes ainsi que les premiers habitants de l'île étaient des êtres venus d'on ne sait où. Ils étaient de grande taille, possédaient des cheveux blonds. Ces traits physiques étaient plutôt contraires aux habitants des îles, qui, généralement, sont de taille courte avec des cheveux foncés. Certains historiens avancent l'hypothèse que ces premiers habitants auraient pu être des Vikings venus du nord de l'Europe. Pourtant, dans les nombreuses cavernes où ils vivaient, les Guanches, nom qui fut donné à ces premiers habitants des îles, ont jamais trouvé aucune trace de sculpture de leur célèbre navire guerrier. Certains historiens suggèrent même que les premiers habitants de ces îles seraient peut-être les derniers survivants de l'Atlantide, le continent disparu. En effet, dans les cavernes où vivaient les Guanches, certains crânes, vieux de 400 ans, ont été trouvés avec des plombages dentaires. Comme il va de soi que les plombages étaient loin d'avoir été inventés il y a 400 ans auparavant, c'est ainsi que les Guanches devinrent énigmatiques aux yeux du monde entier. Cette magnifique journée terminée, nous regagnâmes notre hôtel pour nous régaler à l'hebdomadaire buffet Canarios que nous offraient les chefs cuisiniers. Dans leur tenue blanche, coiffée de leur toque, ils se faisaient un plaisir de nous servir eux-mêmes le plat de notre choix. À ce sujet, je dois avouer une chose. Si les plages de l'île, cette année-là, m'avaient fait regretter celles de la Costa Brava, en revanche, ces services de luxe dans notre hôtel 4 étoiles avaient largement compensé. Tout compte fait, si un jour je dois choisir des vacances en solitaire, j'ai bien l'impression que c'est ici que je vais revenir. Ces soirées dansantes dans le salon de l'hôtel, ces repas servis par les garçons en costard avec leurs nœuds papillons. Hop, pour le petit ouvrier que je suis, c'est pas déplaisant de se prendre pour quelqu'un, l'espace de 2 ou 3 semaines. C'est vrai, ça permet de rêver. Le 6 novembre, nos vacances se terminaient. Nous embarquions à bord d'un DC-8 de la SATA et 4 heures plus tard, nous nous posions à Genève-Cointrin.